sont connectés par Zoom, donc on va peut-être pas tarder à commencer parce que le retardataire arrive. Oui, vous ça. Il est, je te crois. Il est 19h, regarde, hop, nous sommes. On va voir si c'est bon pour ça. Voilà, on peut s'accorder une ou deux minutes de battement d'aile. C'est bon. Okay. Tu veux être avec nous au tout début, Sophie? Bah, c'est pas nécessaire du tout, juste aux gens de rappeler quand même que c'est enregistré, donc pour ceux qui sont dans la salle, comme pour ceux qui nous suivent par Zoom, qu'ils le sachent, voilà, parce qu'il faut les prévenir. Et puis c'est tout, après, bah, voilà. Voilà. Donc, et on doit parler dans le micro obligatoirement ou... Bah, c'est mieux, oui, parce que les gens entendront mieux quand même. Là, les micros sont indispensables, en fait. Ils sont indispensables. Ok. Alors, je vais ouvrir la porte. Non, je vais donc ouvrir cette soirée. Cette soirée qui est un peu... J'aime pas du tout le son de ce micro. Je préfère les... Bon, donc, je vais ouvrir la soirée. C'est une soirée que j'ai provoquée. Je suis donc élue art de la rue à la SACD. Je termine mon mandat en juin. Et je trouvais important de reprovoquer, de renouer, de reparler, de remettre en jeu l'écriture, qui est un de mes chevals de combat, qui est quelque chose auquel je tiens énormément, peut-être même de plus en plus, comme étant un des actes de liberté qui peut traverser les murs, les frontières, les livres, les personnes. Et que voilà, je trouve que d'être dans ce combat-là vaut le coup. Je suis relié évidemment profondément à la famille des Arts de la Rue par choix. Et c'est une famille de cœur. Et donc, relier l'écriture et le cœur, c'est quand même une des plus belles choses qui existent. Trouver la place de son engagement dans cette société n'est pas si simple. C'est une famille d'artistes qui ouvre des tas de chemins d'expérimentation, des nouveaux protocoles, des écritures très complexes, à étage, à soubassement, comment dire, à labyrinthe. Ce sont des écritures très belles, souvent entre la recherche parfois et le côté spectaculaire, hein, dont la salle se permet très très peu, par exemple, ce cheminement. Hein. En général, nous, on classifie les choses par forcément des dispositifs de l'État et autres qui nous obligent, si vous voulez, à séparer nos actes et à cloisonner notre pensée. Or que là, il y a quelque chose qui est sur une ouverture. Voilà. C'est une forme de liberté d'écriture liée à des espaces, souvent des espaces qu'on appelle non dédiés, mais qui sont tout simplement des espaces de vie, de passage, que l'on renourrit de tas d'histoires. Et c'est une écriture de qualité, donc moi j'y suis attaché par la qualité, hein, et non pas par défaut, comme certains peuvent imaginer que cette famille artistique se constitue par défaut. Elle n'a pas pu entrer dans la maison. La pauvre, elle vit dans la rue. Voilà, bon, c'est bien qu'il suffit de traverser la rue, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est une hiérarchie de classe qui est défendue par l'État et qui continue de l'être. Et la famille des Arts de la rue ouvre ses portes, d'autres portes, hein, que la hiérarchie étatique. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, donc cette soirée sera unique pendant ma mandature. Donc, vous avez une chance folle d'y être. Et donc, j'ai convié pour cette soirée 3 personnes qui ont des parcours très différents. Jean-Raymond Jacob, qui est
une figure historique, comme on dit dans notre jargon à nous. C'est-à-dire qu'il a défriché vraiment des territoires depuis longtemps et qu'il a une expérience effectivement d'une écriture qui est la sienne, qui est propre, hein, dont il parlera de façon plus précise, qui a traversé, alors lui, énormément de frontières et créé des images un peu dans le monde entier. Donc c'est un parcours très large et du voyage. Et après, il y a Guillermina Celedón qui elle, s'inscrit dans une lignée, je dirais, art de la rue, mais qui met sa patte sur son engagement, je dirais, de femme, qui forcément refait visiter un monde de barbus. De barbus à la française, mais des barbus quand même. Et j'ai aussi donc Amélie Clément à ma droite, c'est ça? Oui. Qui, du coup, que moi j'ai rencontré, pas forcément dans la famille des arts de la rue, plutôt dans la famille de la performance au départ, et qui est comme ça, avec un engagement lié du coup vraiment au verbe, une chose qui effectivement moi me tient à cœur, et qui racontera aussi plus précisément comment elle s'inscrit et comment elle a ce choix, puisque c'est toujours un choix que l'on fait, d'être dans la rue et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans le sens de son ouverture. Voilà. Alors, je n'ai pas vraiment fait d'ordre de prise de parole, je me rends compte. C'est compliqué l'ordre, parce que l'ordre n'est jamais exactement ce que l'on croit, et c'est toujours un piège. Mais on est obligé, non? Alors, je donne la parole à Amélie. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec ma droite, ça va? Il faut que je joue à droite. Alors, non? Personne ne répond. C'est pas une salle. c'est une salle qui écoute. C'est vrai que non, c'est pas vraiment interactif non plus comme soirée. Il y aura un temps. Alors, je vais vous dire le déroulé. Effectivement, je vais le redire peut-être avant de donner la parole à Amélie. Excuse-moi. J'essaye d'être un peu organisée vraiment comme il faut, quoi. Un peu genre, tu vois. Et sérieuse. Donc voilà, donc je donne la parole à 3 auteurs-autrices. Suite à ça, il y aura des questions. Donc vous pouvez les noter au cas où, je sais pas quoi, parce qu'on va pas non plus répondre forcément au coup par coup. Je pense que c'est bien d'avoir un paysage devant soi et après d'aller re-regarder un arbre. Et après, on aura la projection d'un film sur le travail de Jean Raymond à travers 3 de ses créations, si je ne me trompe. Voilà. Et puis après, on boit un verre, évidemment, puisque dans cette famille des arts de la rue, vivre un moment sans convivialité n'est pas possible. À toi. Alors, bonsoir. Donc, comment tu veux que je fasse avec les questions? Tu veux que je les fasse dans l'ordre dans lequel tu me les as données ou écoute, c'est un petit peu toi. Alors, la première question était quel était ton geste d'écriture essentiel? On peut faire comme ça. On peut faire comme ça, ok. Donc, moi, juste pour vous redonner un tout petit peu le cadre de formation, je suis une comédienne. Et donc, je suis très attachée effectivement au verbe, à la question de la langue, du mot, du langage, du texte. J'ai travaillé beaucoup d'écriture contemporaine et j'avais envie à un moment donné de garder ça, de garder cet appétit de ce texte, de cette mise en bouche. Je crois que le mieux, enfin en tout cas celui qui en parle le mieux, c'est peut-être Valerno Varina pour moi, parce que j'étais comédienne, donc c'est un texte qui m'a beaucoup marqué, La lettre aux acteurs, quand il dit poumonez vos textes. Et puis aussi parce que quand je commence, je suis jeune, j'ai 20 ans, je suis polie, je suis pas complètement déconstruite. Je me cherche un petit peu et puis je me rends compte que sur le plateau, il y a quelque chose du domaine de la liberté, du feu, de l'urgence que je trouve hyper intéressante et que la bonne élève que j'étais et que je suis toujours d'ailleurs, tout d'un coup accepte la rature, le trait. Moi, j'ai un petit trauma de l'école en fait dans l'écriture qui explique beaucoup comment je suis arrivée là, qui fait que moi j'ai vu arriver le Tipex. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est là, ce truc où on met du blanc, voilà. Et donc, moi, on m'a mis ça dans ma trousse et je me suis dit, mais c'est génial, hein. Il n'y a plus de rature possible. C'est-à-dire, je vais contrôler tout ce que j'écris, rien ne va déborder et je mettrai du Tipex. Sauf qu'en fait, quand vous mettez du Tipex sur une copie,
c'est dégueulasse. C'est-à-dire qu'après, vous réécrivez, ça fait des traits, puis vous remettez du Tipex sur le Tipex, et ça devient une espèce de truc catastrophique. Et donc ça m'angoissait beaucoup, par exemple. C'est bête à raconter, mais dans les épreuves de bac, quand vous devez écrire et tout, ça m'angoissait beaucoup. Donc le geste d'écriture, il est né d'une espèce d'angoisse j'avais l'impression qu'il fallait écrire lisse, qu'il fallait écrire propre et beau, et avec un beau trait normé. Et puis tout d'un coup, je découvrais au plateau qu'on pouvait écrire bouche, quoi, qu'on pouvait baver, qu'en fait, il y avait une organicité, qu'il y avait quelque chose. Et puis il y a eu un appétit de ça de plus en plus fort qui ne s'est pas calmé et qui, je l'espère, ne se calmera pas tout de suite, qui est devenu en fait quelque chose d'hyper important pour moi. Et donc écrire, pour moi, c'est comme lutter contre le Tipex, quoi. C'est-à-dire, c'est arrêter de prétendre qu'on va recoller des choses qui ne peuvent pas être recollées, plutôt aller vers le kintsugi, qui est cet art japonais qui fait que le vase est fissuré et du coup, on va le recoller à la feuille dorée, mais on ne va pas faire comme si ces fissures n'existaient pas, on va pas les renier. Et c'est devenu une espèce d'urgence à dire, et c'est devenu une manière d'appréhender le monde, de le penser. Et pour moi, c'est surtout très collectif. C'est-à-dire que je pense qu'il y a différents gestes d'écriture. Le mien, il est vraiment pas individuel. C'est pas un journal intime. C'est très vite quelque chose que j'ai envie de mettre en débat dans l'équipe. C'est très vite quelque chose que je viens confronter à l'autre, à l'espace, à l'individu, voilà, au son. Et je crois que le truc qui me pousse vraiment à écrire, c'est cette volonté de raconter que voilà, les choses ne sont pas lisses, que tout est beaucoup plus âpre que ce qu'on imagine, et que ça ne rend pas le monde moins beau, mais plus complexe et bien plus intéressant à appréhender pour moi. Ça a ouvert énormément de portes, en fait, d'envisager l'écriture comme ça. Et je crois que c'est ce qui reste aujourd'hui encore dans mon travail. Je suis dans le timing, parce qu'en plus, il y a un timing. Ouais, trop bien. Et donc, du coup, la question qui peut suivre, c'est pour quels espaces, pour faire résonner, du coup, ce que tu as découvert dans l'écriture, dans le verbe et dans l'oralité, dans le côté physique, charnel de cette envie de transmettre et d'émettre. Et quels espaces, du coup, comment ta recherche d'espace s'est faite, comment tu es arrivé toi-même à aller dans des espaces dits non dédiés, rue, espace. Ben, moi, j'ai commencé d'abord à peu près quand même 10 ans en salle où j'ai fait ma carrière en tant que comédienne. Et puis, je faisais des performances aussi, qui étaient comme des bulles d'air incroyables pour moi. J'étais quand même plutôt dans des équipes en salle qui travaillaient les écritures contemporaines, donc où l'acteur est créateur au plateau. J'étais pas à la posture de l'interprète avec des choses trop cadrées. On était quand même assez libre dans l'écriture. Mais un jour, j'ai fait une grande tournée qui aurait dû me réjouir, une espèce de totem quand vous commencez ce métier. Et puis tout d'un coup, vous avez une tournée à 58 dates, quoi. Le truc, vous dites le rêve, quoi. Et moi, je me suis ennuyée à mourir, en fait. Mais un truc terrible, ça m'a vraiment mis mal. Je m'ennuyais. C'est comme s'il n'y avait plus d'accidents possibles. Il n'y avait pas de différence, tout était très pareil. On changeait de théâtre, mais les boîtes étaient les mêmes. Et puis, ça s'enchaînait, quoi. Donc là, je perdais ce qui faisait que j'avais envie d'être sur le plateau. J'avais quand même le sentiment que j'y croisais les mêmes classes sociales et le même public. J'avais à peu près les mêmes conversations. Après les représentations au bar et tout, très agréable. Toujours plutôt flatteuse et tout ça. Mais quelque chose du domaine de l'habitude. Et à ce moment-là, je venais d'avoir mon deuxième enfant. J'ai 30 ans et puis tout devient très régulier. Il y a un truc qu'on appelle la crise. Je pense que c'est venu avec un peu quand même. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de rugir, quoi. Un truc hyper fort. Je pense que ça a accompagné aussi le fait que j'ai des enfants. Une espèce de puissance comme ça, King Kong, de je peux le faire, donc en fait, je peux tout faire. Et en fait, l'espace dans lequel je me sentais bien, dans lequel j'avais l'impression que c'était possible que je rugisse, que je me déforme, que je sois pas lisse, voilà, que je sois potentiellement... alors à l'époque, je disais périnée éclaté mais libéré. C'est une image très claire, mais
Mais en même temps, c'était un peu ça, quoi. Il n'y avait plus de retenue. Je pouvais y aller et du coup, j'avais un appétit de la rue. Après, je suis aussi militante, donc la rue, je l'ai toujours appréhendée dans une certaine manière. Battre le pavé, c'est presque un héritage familial chez nous. Et si jamais tu viens pas le 1er mai, tu te fais taper. Donc, mais c'était très joyeux. Et donc, j'avais envie d'aller là, en fait. Et puis, je me suis posé la question. J'ai commencé, peut-être sûrement maladroitement, au début, en plus. C'est-à-dire à vouloir contrôler, en fait. C'est comme vous avez envie de sauter, mais en même temps, vous mettez la combi parce que l'eau est froide, puis vous remettez des chaussons parce que vraiment elle est froide, puis vous y allez par étapes. Donc, j'ai probablement, dans les premiers gestes d'écriture, énormément cherché à reborder l'extérieur comme si je devais le contrôler comme on irait contrôler le grill ou le décor d'une pièce fermée. Et puis, en fait, il s'est produit un moment d'une représentation très particulière où, en fait, on jouait à Granville, qui est près de la mer. Et il y avait des mecs en ULM qui sautaient à Donville, qui est juste au-dessus, quoi. Et donc, on parle du suicide, on aborde plutôt des questions intimes dans l'espace public ou des questions politiques, on essaie de décaler un peu les choses. Et donc, au moment où le personnage parle de sa volonté d'envisager le monde autrement et de ne plus être dans celui-là, il y a des ULM qui passent au-dessus et tout. Et en fait, les gens viennent me voir, ils me disent « Putain, mais t'es trop forte, les ULM et tout, truc de malade et tout ». Évidemment, nous, c'était notre première créa, toute jeune compagnie. On n'avait pas du tout payé des mecs à l'ULM pour qu'ils partent. Et après, comme c'était un spectacle radiophonique diffusé en direct, tout était enregistré. Et donc, j'ai écouté. Et là, je me suis rendu compte au son du nombre d'accidents, de cadeaux que nous faisait l'extérieur, qu'on avait d'ailleurs plus ou moins su choper au vol, ou pas du tout. Et à quel point ça venait nourrir tout ce qu'on écrivait, tout ce que je cherchais, et à quel point ça a simplifié les choses. Je n'avais plus à démontrer l'accident, il était possible par lui-même. Et donc ça, c'était très beau. Et puis après, c'était très en corrélation avec ce que je cherchais en écriture, parce que pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui passe par quelqu'un, à un moment donné, ou un groupe, et qui va vers quelque chose, qui tend, qui est un cheminement. Et là, tout à coup, le cheminement dans la ville, il s'arrêtait plus, quoi. Il y avait un truc où on savait pas ce qu'il allait devenir, mais il était très grand, il était très fort, et il se fermait pas à un énième mur, quoi. Il venait pas buter, c'était pas une séance de squash, c'était un truc beaucoup plus libre. Et c'était étonnant aussi de voir les réactions, des émotions des gens dans l'espace public. Moi, j'aime bien dire à l'équipe, des fois, on s'en fout, on écrit pour ceux qui viennent pas et ceux qui justement nous attendent pas. J'aime bien cette idée-là, parce que je pense qu'ils font partie du poème et que je trouve ça super, en fait. Un rendez-vous est donné, des gens viennent à ce rendez-vous, il y a une rencontre, et il y a tous ceux qui n'avaient pas prévu et qui, en fait, en font partie, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'on est ensemble et qu'on fait corps social ensemble. Et ça, il y avait comme deux choses entre le politique et le poétique qui se réunissaient et qui, surtout, se nourrissaient l'un l'autre. Donc ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, l'espace public... j'y ai goûté par envie de dévorer quelque chose et puis j'y suis restée et je pense que c'est ce qui fait que ça me meut encore aujourd'hui chaque jour et que je guette un endroit comme ça. Voilà. Oui, alors maintenant peut-être pour qu'on rentre encore plus peut-être dans ton univers, comment tu écris, voilà, c'est-à-dire que c'est quoi écrire la main comme ça, brut un peu, ou est-ce qu'il y a un chemin type? Est-ce que c'est des successions de rencontres? Est-ce que c'est de la récolte? Est-ce que c'est... qu'est-ce que c'est? Il y a eu des formes différentes. Il y a eu de la récolte. Le premier projet, c'était d'après un entretien qu'avait réalisé Marguerite Duras en 1962 à la radio avec des enfants. Sur l'amour, la vie, la mort. Puis on a repris ces questions et on les a posées à peu près pendant 3 ans à 90 personnes qu'on a rencontrées. Puis après, j'ai d'abord, dans un premier temps, demandé à des auteurs qu'on coécrive, qu'on travaille ensemble et tout ça. Ça, c'était la première phase. Après, il y a eu des démarches... Par exemple, si on va direct à la dernière, qui fait joliment le pont, je viens de faire un travail sur 2 ans dans le cadre d'un projet européen sur la crise migratoire en Europe. Donc, je l'ai fait entre 2019 et fin d'année 2022.
je dirais, le meilleur moment pour parler de la crise migratoire en Europe, je pense. Avec des Polonais, des Allemands, des Finlandais. Et puis, tout d'un coup, il y avait l'action des langues étrangères aussi qui venait modifier le processus, que tout le monde parlait anglais, une langue qu'on parle, mais qu'on ne maîtrise pas pareil que sa langue maternelle quand même. Et puis, il y avait plein de langues tout partout. Donc, le verbe prenait une autre place, en fait. Donc, pour moi, il fallait trouver une manière d'écrire qui soit moins bavarde, plus précise, et j'arrêtais pas, quand j'ai écrit le texte, de me dire le poids des mots, les mots qui ont du poids, pour essayer de faire au plus simple, comme quand vous discutez avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous cherchez à trouver le mot juste qui va faire qu'on vous comprend. Donc tout le texte, c'est écrit comme ça, donc des espèces de hachures permanentes, et puis par contre une énergie dans le mouvement, puisque c'est un texte qui est né en compagnie de 18 musiciens, des musiciens d'orchestre classique et des musiciens de musique expérimentale, sur une rencontre autour de INSI. Et donc là, il fallait tout d'un coup... moi, j'ai toujours écrit avec des musiciens dans le geste d'écriture. J'ai toujours des musiciens en direct. Je ne sais pas pourquoi, je suis persuadée depuis toujours que ça va ensemble et qu'il y a parfois des choses qu'on ne peut pas dire, qu'une guitare raconte bien mieux que nous et qu'il faut trouver l'alternance entre les deux et la complémentarité. Donc là, ils étaient 18, donc il y en avait beaucoup. Mais donc, il fallait encore être plus précis. Donc, j'ai vraiment écrit dans les purs du geste d'écriture. Et donc, ça m'a obligée non pas à collecter de la parole, mais à vivre les choses, à traverser toutes les rencontres que j'ai pu faire pendant ces 2 ans et demi. Et puis, à trouver, moi, à l'intérieur, ce qui restait de traces de tout ça. Et du coup, d'extraire de tous ces échanges, de tous ces moments, on ne va pas se mentir, de trauma et puis de joie aussi, mais très fort, d'en extraire une trace, un mot, un geste, un point, une virgule, une syllabe, un phonème, et d'essayer d'être comme ça dans une écriture beaucoup plus intime en fait. Donc c'est pour vous donner le panel entre quelque chose de très ouvert, où j'ai cherché plus à restituer, à faire récit, à créer une histoire, à faire fiction dans les premières hypothèses, et puis dans la deuxième, à être vraiment dans quelque chose où j'ai écrit beaucoup pendant 2 ans et demi sur des notes, tu vois, des carnets dans tous les sens. Puis après, il fallait tout rassembler. Puis il y en a que j'ai oubliés. Je me disais, bon, bah, c'est bien si je les ai oubliés. Puis en fait, je les recherchais pendant 2 heures en me disant, mais non, c'est pas bien. Puis à refaire quintessence. Et puis des fois aussi, moi, j'écris beaucoup avec l'acteur au plateau. Et donc, j'aime bien aussi quand à un moment donné, je devrais pas trop dire ça à mon équipe, en fait, parce que c'est pas sans risque, vous allez comprendre, mais j'aime bien quand je leur pose des balises. Et en fait, j'aime bien quand ils vont tout défoncer. Après, c'est un peu le bordel. Mais du coup, j'aime bien l'énergie aussi de l'urgence de l'acteur qui, à l'instant T, à ce moment-là, va décider de comme un... J'utilisais la métaphore du skieur il n'y a pas très longtemps dans une conversation, mais de dire, en fait, les mecs, ils ont les mêmes portes. Mais il n'y en a aucun qui skie pareil. Et il y en a un moment, il y en a un qui va s'en bouffer une. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner la course, mais alors, il va se passer un truc énorme au moment où il se bouffe la porte, quoi. On fait tous... Ah. J'aime bien aussi quand il y a une part d'ensauvagement chez les acteurs qui racontent l'instant présent et qui est capable de bouleverser. J'aime bien concevoir une écriture où c'est possible, où c'est accueilli et où du coup, on a l'espace de se répondre l'un l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça permet de garder les choses bien en mutation, quoi. C'est très réactif, quoi. C'est pas installé, ça reste très vivant pour moi. Yes. Est-ce que tu veux ajouter une petite phrase? Parce que je vais passer la parole à Guillermina, je crois. Elle est pas de moi, mais je trouve qu'elle est très belle et elle m'a beaucoup inspirée. C'est Hannah Arendt qui dit que on ne naît pas au monde le jour de sa naissance. On est au monde le jour où on a compris qu'on faisait partie d'un tout. Voilà. C'est une phrase que j'aime bien et qui m'accompagne dans l'écriture, par exemple. Putain, elle met la barre haut, hein. Alors. Je reste correcte. Ouais. Et oui, ça c'est le plaisir des mots et de traverser les... C'est grand, ça grandit. Mais on est un peu petit du coup. Bon, alors, donc je passe la parole à Guillermina. Écoute, je vais faire un peu dans le même ordre, non, sauf si tout d'un coup vous me dites oh non, ça va pas du tout, parce qu'il faut un peu se manifester. Bon, d'accord, ok. C'est dur la solitude, vous savez.
C'est dur. Donc, si ça te va, on fait un petit peu pareil, mais forcément différemment. C'est juste une petite balise, on est bien d'accord. Si par rapport à ce que tu as créé, par rapport à ce que tu es au monde, tu vois, quel est ton geste d'écriture essentiel à toi? Oui. Mon geste d'écriture essentiel. Alors, ça part comme ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un mouvement, que c'est le début qui vient comme ça et qui vient de là. Je vais faire avec ce mouvement-là parce qu'en fait, ouais, c'est quelque chose qui... les 2 spectacles qu'il y a, trois maintenant, on est sur une 3e création avec la compagnie. Donc nous, on est la compagnie plateforme, on n'est que dans l'espace public, dans les arts de la rue. Moi, on va dire que je suis un peu née dedans. Après, je suis à l'inverse, juste pour dire un peu le parcours pour ceux qui ne savent pas. Je viens d'une famille des arts de la rue. Je suis née un peu sur le trottoir. J'ai commencé à jouer dans les spectacles à 7 ans de mes parents qui avaient donc une compagnie de théâtre de rue, le Teatro del Silencio. Je le dis parce que forcément, ça a un endroit... Bah oui, ça nourrit mon écriture et les gestes. Et en fait, suite à ça, j'ai été au conservatoire, j'ai fait de la salle, mais très vite, la première chose qui vient dans l'écriture, c'est quelque chose qui me touche, qui me révolte, qui m'anime, qui tout d'un coup a besoin de s'exprimer. Et le premier projet, comme ça, le premier spectacle, c'était Trafic, c'était sur la traite sexuelle. En fait, à chaque fois, c'est des faits, des thématiques, des questionnements sociaux très fortes où je me sens, j'ai l'impression que c'est révoltant à un endroit et que mon seul moyen de communication est d'échanger avec les autres, que ce soit... le public, les personnes avec qui on crée, les gens qui nous accompagnent, en fait, c'est d'en faire, de le communiquer par le biais de l'art. Voilà, c'est quelque chose d'abord qui me touche. Pour moi, c'est un geste déjà, être touché. Bizarrement, ça vient de l'extérieur, mais... Et suite à ça, chaque spectacle, que ce soit donc... le trafic ou seul sur la monoparentalité ou là Identidad qui questionne l'identité de la femme, les différents points de l'identité de la femme dans notre société. Il y a un truc, c'est qu'à chaque fois j'ai le besoin de de rencontrer les personnes qui sont concernées par ces problématiques entre guillemets et d'aller à la récolte de témoignages pour ensuite les réinjecter dans le spectacle de manière brute. Parce que en fait, il y a tout notre travail d'écriture, il y a le théâtre, il y a l'art en général, la peinture, tous les arts mélangés qui vont dénoncer des choses dans notre société. Et puis après, il y a ce que les gens vivent vraiment. Et dans Trafic, par exemple, oui, c'était un spectacle, c'était une forme qui en plus existait dans l'espace public, donc qui pouvait venir choquer tant les passants ou alors être plus étudié par les gens qui venaient le voir en se posant déjà des questions. Mais on est dans un endroit où c'est important pour moi et ça fait partie tant de l'écriture au moment où j'écris et où on écrit ensemble les spectacles qu'il y a eu, mais que en fait ces moments-là ils soient redonnés au public, donc à l'écoute de manière brute. À chaque fois on retrouve les témoignages qui ont nourrit forcément l'écriture et le travail de composition, j'ai envie de dire, des spectacles. Voilà, c'est ces deux choses, étant donné que clairement je rentre un peu, on aime bien nous mettre un peu dans des cases, comme ça, comme je rentre un peu dans une case de théâtre social
entre texte et mouvement, et ben, dans cette case-là, c'est parce que je suis touchée par des choses que ça vient écrire et construire un peu. Oui, parce que tu choisis des thématiques qui sont en général fortes, enfin qui ne sont pas, qui laissent personne indifférent. Ça, c'est clair. Elles laissent personne indifférent, mais finalement, elles sont pas. C'est pas que c'est tabou, mais elles sont assez mises sous silence. Par exemple, même quelque chose comme la monoparentalité, y a un truc où c'est des choses que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, ou alors qu'on en parle par le biais des journaux, de statistiques, d'une manière toujours très normée, exactement. Voilà. Et sans trouver de solution, sans instaurer un débat, mais c'est juste que tout d'un coup, en parler autrement, ça permet d'échanger. Ensuite, j'ai l'impression que dans le public, ce que ça crée, et là, l'importance de la rue, parce que sinon, on n'est qu'avec des gens qui finalement, qu'avec un style de public, et que là, tout d'un coup, on peut, c'est ça circule, ça va jusqu'au bout de la ville, ça revient, et ça crée des débats, et on peut rester sur place. La plupart du temps, les témoignages sont à l'écoute à la fin du spectacle, et on peut rester sur place, et on peut échanger. Et enfin voilà, bon, des fois quand même, il faut remballer parce qu'on est au milieu de la route et que la route ne peut pas être stoppée pendant 3 heures, mais il y a quelque chose. Donc là, oui, parce que là tu parles un peu du rapport au public. Qu'est-ce que tu cherches dans les espaces non dédiés, justement? C'est quoi? C'est un nouveau rapport au public? Qu'est-ce qui se passe pour toi qui est incontournable, tu vois? Eh ben, pour moi, dans l'espace public, il y a tout. Déjà, il y a une scénographie qui à chaque fois transperce. Il y a il y a les éléments, il y a la pluie, il y a qu'il fait trop chaud, il y a il y a tout. Le tout, déjà, vient nourrir le spectacle et vient faire qu'à chaque fois, c'est une nouvelle appréhension pour les comédiens, pour l'équipe, pour nous. On n'est jamais dans un confort, en fait. C'est l'inconfort constant, donc le présent constant, je trouve, moi, de ce qui se passe, en fait. Que ça soit le trottoir, le sable alors qu'on ne peut pas être dans le sable, pas la bonne fenêtre alors qu'on avait prévu la fenêtre du premier étage, tout d'un coup c'est la fenêtre du 3e étage, et il y a toujours des problèmes. Et en fait, c'est les problèmes que j'aime, parce que quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Et dans la rue, c'est un challenge de toujours trouver des solutions et de jamais aussi s'adresser à des gens qui finalement sont tous déjà au courant. Alors oui, bien sûr, il y a un public convié, oui, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui viennent parce qu'ils ont été prévenus. Mais, comme tu l'as dit, il y a aussi des personnes qui passent par hasard, comme ça. Et un exemple qui, moi, m'a frappé à Paris avec Arter, quand on a joué avec Caroline seule, on commence le spectacle, il y avait 40 personnes, les gens qui étaient là parce qu'ils étaient là, parce qu'on les avait invités, même plus, peut-être 50, mais on a fini avec le double, avec des gens qui, tout d'un coup, croisent quelque chose, qui se disent qu'est-ce que c'est que cette chose-là, et viennent et suivent jusqu'au bout. Et même si c'est une partie du spectacle, même si c'est... en fait, je trouve qu'on ouvre des portes, on communique d'une autre manière qui crée... voilà, c'est indispensable, en fait, que ça existe à cet endroit-là. C'est une envie de transformer ces espaces et ces lieux, et que tout d'un coup, par exemple, comme à Saint-Blaise l'année dernière aussi à Exel, ces places et ces endroits qui finalement sont le carrefour, l'endroit où il y a toujours les mêmes personnes assises sur le banc, l'endroit où ça deal, ou l'endroit où ça... tout d'un coup, cet espace-là, tu te souviens quand il s'est passé les gars qui étaient là avec les poussettes et tout? Ouais. Et ce qu'ils disaient là, et tout d'un coup, il y a des discussions d'autres choses, et on transforme l'espace d'une autre manière, qui reste en fait dans la mémoire des gens, un endroit où il s'est passé autre chose qu'un quotidien. Voilà. Je sais pas. Oui, ça c'est vrai que c'est une chose qui est complètement fascinante dans les arts de la rue, dans nos voyages. C'est les rencontres
les rencontres très très fortes et les mémoires qui se laissent sur les territoires, qui se déposent. Des imaginaires suspendus qui commencent à exister un peu partout et qu'on peut retrouver de rendez-vous en rendez-vous d'ailleurs, puisque les gens en général nous repèrent très bien et d'année en année peuvent tout à fait nous redire l'image qu'ils ont vue sur leur territoire, à eux, chez eux. Hein, parce que c'est ça. Ouais. Après, il y a un truc aussi, j'aime bien écrire, même si... mais souvent, dans l'écriture qu'il y a beaucoup de choses qui ne pourraient pas rentrer dans un théâtre. Ça ne pourrait pas rentrer. Il n'y aurait pas de sens, en fait. Pas que les camions, les choses qui font 5 mètres de haut, qui passent même pas sous les câbles dans l'espace public, mais aussi, en fait, le sens de ce qu'on est en train d'écrire ou de jouer ne pourrait pas être dans un théâtre trafic. Ça n'avait pas de sens à être joué dans un théâtre. On parlait de la traite sexuelle sur le trottoir, de femmes qui battent le pavé et d'hommes et de personnes non genrées d'ailleurs. Mais est-ce que c'était logique que ça soit dehors seul? C'est des fragments de scènes de vie qui ont un sens aussi à être dehors. Tu peux juste dire pour ceux qui ne connaissent pas que c'est une proposition en déambulatoire, un peu de langage, parce qu'il y a quelques personnes peut-être qui ne sont jamais allées en festival Art de la rue. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui n'ont jamais vu un festival Art de la rue, s'il vous plaît? Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Bon, ça va, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Non, parce que ça, on fait ça dans un théâtre, par exemple, je peux vous dire que c'est très différent. C'est très cloisonné encore, nos familles. Voilà. Ok, donc vas-y, raconte un petit peu quand même, juste, on a un petit peu de temps encore. Quoi? Par exemple, comment tu écris un déambulatoire? Oh là là, je recommence pas déjà. En 2 minutes. Non, je pense qu'il y a 1000 manières de l'écrire. Nous, ça a été un mélange entre des moments de corps. Voilà, dans mon travail, il y a toute une partie qui est une écriture du corps, qui est une écriture chorégraphique, dansée, du mouvement, un langage en fait, où tout d'un coup, voilà, les gens qui vont pas être happés par le texte, en fait, ils vont s'y retrouver parce qu'il va y avoir la musique à chaque fois aussi. Pareil, je travaille avec un musicien qui est là en live et qui compose la musique et avec qui écrit le spectacle avec nous, vraiment, qui pour moi fait aussi partie de... C'est ma main droite, ma main gauche de l'écriture, et d'ailleurs comme les comédiens qui... Enfin, je me retrouvais vachement dans ce que tu as dit, donc je me permets, mais en tout cas, dans la déambulation, il faut faire avancer le public, il faut qu'il nous suive, il faut qu'il nous suive en restant intéressé et en lui donnant tant de magie et de... Voilà, il y a plein de... Et en même temps, il y a ces moments où, pour moi, c'était hyper important que le texte s'entende aussi, et qu'on ne perde pas des moments poignants, en fait. Donc Seul, c'est un mélange entre des scènes fixes et une déambulation. Alors c'est tout un truc, parce qu'en plus, on travaille avec des participants qui viennent 3 jours avant et avec qui qu'on immerge complètement, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais dans le spectacle avec nous, et qui viennent en fait prendre en charge toute la partition qui est dansée. Et voilà. Et petit à petit, en fait, il nous emmène et il entraîne le public de scène en scène, où il y a des points comme ça de texte plus forts. Moi, j'écris beaucoup de manière pas du tout... en fait, mes traumatismes d'écriture, j'en ai un aussi, c'est pas le typex, c'est la dyslexie. Voilà, je suis une très grande dyslexique. J'ai jamais pensé qu'un jour, je ferais partie de la maison des auteurs, et que j'ai fait un bac S parce qu'on m'a vraiment interdit de faire L parce que je faisais une faute par mot. Et en fait, cette dyslexie, elle crée que j'ai une écriture qui est très orale. Donc très vite, on entend et on sent les comédiens très vite on sent le personnage qui existe en fait directement dans l'écriture. Il y a quelque chose qui est
voilà, je dicte d'ailleurs beaucoup en fait. Puis après, je repasse par l'écriture vraiment posée, mais il y a un côté comme ça. Et après, sur toutes les créations, on travaille au plateau, on pose des envies, des thèmes, et chacun explose la scène pour ensuite reconstruire une espèce de trame qui va venir raconter une histoire. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà. Et voilà. Yes. Oui. Bah c'est là quand on s'est retrouvés là tous les quatre, on se disait qu'effectivement les scènes officielles, nationales, CDN et autres labels maintenant sont traversées elles aussi par les écritures de plateau et les collectifs. Donc, les Arts de la rue ont été le premier poumon, et ça, avec un petit Covid et puis quelques petits accidents de vie par là-dessus, on renourrit aussi progressivement d'autres écritures. C'était ma pichenette. La pichenette du jour. Et donc, là, on est tout à fait super bien dans les temps. Et je vais passer donc la parole. C'est le moment de la blague, non? Ok. Ah, la phrase d'hier, Mina. Ah oui, il faut faire pareil à tout le monde. Je ne vais pas dire de phrase, mais je veux bien dire quelque chose pour clôturer. C'est qu'en fait, on est dans un moment qui est très compliqué pour les arts de la rue. Moi, je le vis comme ça. Et je ne sais pas s'il y a ici d'autres personnes porteurs de projets. Et en fait, on est à un instant où c'est très compliqué finalement c'est bien d'écrire. C'est bien que les choses soient mises en scène, mais c'est bien après qu'elles jouent. Et en fait, en étant dans la rue, on ne dépend pas que de quelque chose de l'ordre du privé ou du public qui passe par du privé. On est vraiment dans un espace qui est soumis à plein de règles qui s'écoutent et qui s'ignorent. Et entre autres, on est aussi sous l'emprise des mairies, des communes, de plein de choses qui viennent mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui pour que ça joue. Et il y a un vrai problème au niveau de la diffusion. Et je voudrais le dire là, moi en tout cas, en tant que porteuse de projet d'une compagnie, on est parti au mois de septembre avec 15-18 dates d'envisagées et de possibles, et on se retrouve avec que 2 dates, et que c'est magnifique de créer 2 dates dues à des festivals qui se sont annulés, qui n'existent plus alors que c'était du marbre sur le pavé, comme les invites, à des budgets qui ont été coupés de partout, de la droite, de la gauche, du centre. Et en fait, c'est vrai que dans les arts de la rue sont directement touchés. Et voilà. Et au bout de toute cette chose-là, il y a les compagnies et il y a les artistes. Et c'est très compliqué de passer tant de temps à écrire, tant de temps à créer, tant de temps à mettre en scène, tant de temps à trouver comment est-ce que ça se fait, à le faire, à y arriver, à comprendre comment est-ce que ça marche dans chaque lieu, parce qu'en plus chaque lieu est différent, chaque espace, chaque temps, la météo et la pluie, et qu'en plus de ça, ce soit complètement annulé dû à des histoires de budget parce qu'ils ne dépendent plus de nous, et voilà, je trouve qu'on est dans un moment où en tant que compagnie, il faudrait qu'on se serre les coudes, qu'on fasse quelque chose, parce que je sais pas, mais voilà. Oui. Serrons-nous les coudes, serrons-nous les cuisses. Alors, ouais, bien sûr, c'est un principe de solidarité. On a besoin beaucoup d'entendre ce mot solidarité. Les questions, c'est après. J'aime bien l'interaction, mais jusqu'à un certain point. Non, je blague, mais j'aimerais bien que, effectivement, on entende les trois univers, parce qu'à chaque fois, c'est une porte d'entrée qui est différente, et qu'après, on échange. Maintenant, c'est Jean-Raymond.
Jean Raymond aussi, qui écrit, même s'il a du mal à aborder cette première porte. C'est quand même au départ une porte qui s'ouvre à chaque fois quand on décide de créer. Et que, oui, c'est ça, et que c'est quand même essentiel, sans ça on ne le referait pas. C'est trop de boulot, trop fatigant. Donc c'est cette écriture dont tu as besoin pour être au monde. La tienne, c'est quoi? Moi, je ne vais pas être trop long parce qu'après, il y a un film où je parle beaucoup. Alors, je me dis, il ne faut pas que j'en mette une couche parce que sinon, ça ne va pas être intéressant ce qui se passe derrière. Mais non, je repense à quand j'ai lu les messages que tu m'as envoyés en me disant, voilà, j'ai 3 questions à vous poser. Quand j'ai vu... non, parce qu'il faut que vous sachiez quand même que je fais un métier auquel je pensais ne pas avoir le droit, en fait. Donc, je suis toujours étonné de le faire. Et tous les matins, quand je me lève, je me dis, mais tu fais vraiment ce métier? Est-ce que tu es vraiment légitime, en fait, dans ce métier? Donc, et quand tu as dit, parce que la question, vas-y, tu peux la donner, la question, elle est très claire. Vas-y. La première. Quel est ton geste d'écriture essentiel? Je crois qu'à chaque fois, je fais putain, mais dans quoi je me suis mis encore? Parce que c'est vrai, parce que voilà, attaquer un nouvel opus, attaquer une nouvelle histoire, c'est se mettre à chaque fois dans... On se demande, mais pourquoi on se met à cet endroit, quoi? Et pourtant, tu es poussé par ça. Donc, je me dis que voilà, que ça doit être, je dois être malade en fait, parce que peut-être qu'en faisant ça, je me soigne. Donc en fait, je me dis, mon premier geste, en fait, c'est parce que je suis un psychopathe, quoi. Et que je serais peut-être d'ailleurs même complètement insupportable vis-à-vis des gens avec qui je vis, si peut-être je faisais pas ce que je fais, quoi. Maintenant, pour être un peu plus, mais non, mais c'est sérieux ce que je dis en fait. En fait, moi, je suis pas, ce que je dis, j'ai pas toujours l'impression de ne pas être légitime dans ce métier, mais parce que je viens peut-être d'un milieu où c'était pas autorisé, en fait, d'y penser. Et moi, je me rappelle quand j'étais enfant, il y a déjà quelques années, je sais, on était 6 gosses et ma mère sortait une fois par semaine, le jeudi, l'électrophone, la voix de son maître. Et on avait le droit au disque de la semaine. Vous voyez ? Et je rappelle aussi que le cinéma, pour nous, c'était une fois par an, famille nombreuse, tout ça, et on allait au Noël de l'EDF, et on avait le droit à un Walt Disney. Voilà. Ça, c'est ma culture, à moi, d'enfant. Et donc, à chaque fois que je suis à cet endroit, à chaque fois que je me trouve même dans des moments comme ça, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre d'être arrivé, d'être là, quoi. Alors, une des choses qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, je fais ce métier, c'est avoir une première rencontre. C'est une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Enrique Jiménez Moreno, qui est le fondateur en fait, de la compagnie Opposito, qui lui, au départ, est artiste peintre, sculpteur, et qui trouve que son atelier est trop petit, que ses toiles sont trop exiguës, et il a envie de dessiner grand et de dessiner sur des formats plus importants que ce qu'il ne peut mettre dans son atelier. Donc il décide de sortir dehors, tout simplement, pour pouvoir commencer à dessiner des toiles qu'il ne pourrait mettre dans son atelier. Et je vais le rencontrer à un moment donné, moi qui suis animateur socioculturel à Colombes. Et lui commence en effet à travailler sur le pavé, il travaille des marionnettes. Et on va commencer à travailler ensemble. Et en fait, le geste, alors la manière d'aborder la fabrication de spectacle au départ, je parle de ça il y a quand même une 40aine d'années, Enrique dessine. Et il dessine merveilleusement bien. Voilà. C'est un homme de l'image qui vraiment... Tout ce qu'il fait me fait rêver. Donc, mais au départ, je pars, en fait, notre relation de travail, c'est la nuit, il dessine. Moi, le lendemain, je découpe ses personnages et je fais vivre ces personnages. Et puis, progressivement... notre relation va s'établir différemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui dis, peut-être que ce serait bien que moi, je commence à écrire des histoires et que toi, tu les dessines. Et on inverse en fait le processus, et c'est un peu comme ça qu'on va apprendre à travailler ensemble. Et comme moi, ma culture première, en fait, je suis un enfant de la BD. C'est-à-dire que moi, je suis de la génération BD, de l'arrivée de la bande dessinée. Et c'est vrai que le comics, en fait, ou l'heroic fantasy,
c'est ma culture naturelle, en fait. C'est celle qui va me nourrir jeune, voilà. Et donc, évidemment, Enrique étant un dessinateur, un peintre, au départ, nos spectacles sont des spectacles d'image, c'est-à-dire qu'on cherche. Moi, je cherche à restituer en fait dans l'espace ces tableaux que Kike dessine et peint de manière aussi fantastique. Et comment moi, je vais arriver à les transposer et à les balancer dans la ville. Avec une problématique qui est quand même à l'époque, qui est que, évidemment, nous, la question qu'on se posait, c'était d'écrire à la dimension de la ville. Je vais vous raconter une petite histoire. Non, elle n'est pas dans le film. Non, elle n'est pas dans le film. Et tu me coupes à un moment donné, parce que tu vois, quand je... Voilà. Non, mais quand on a commencé, en fait, le spectacle de rue, il y a une quarantaine d'années, les équipes comme les nôtres, en fait, de l'époque, qu'est-ce qu'on voulait faire, en fait? Tout à l'heure, je dirais, parce que la question numéro 2 me permettra d'aborder autre chose, mais en fait, on voulait ce qu'on appelait, nous, réveiller la ville, quoi. Nous, c'est ce qui nous faisait triper. Ce n'était pas de jouer devant 10, 20, 30 spectateurs. Ce qui nous intéressait, c'est de faire descendre la ville de la personne la plus humble à monsieur le maire. Voilà, c'était de s'adresser à tout le monde et faire en sorte que la ville déboule dans la rue. En fait, c'était nos histoires. Donc, il fallait écrire grand et puis il fallait surtout, il fallait traverser la ville, il fallait aller à la rencontre des gens, quoi. Donc, c'est vrai qu'au début, on faisait des parades à pied. Parce qu'on se demande toujours la genèse, c'est-à-dire qu'est-ce que l'artiste, qu'est-ce qui s'est passé à la tête de l'artiste pour qu'il en arrive là. Voilà. Donc on a toujours l'impression que c'est très intellectuel, mais nous, moi je suis plus tactile, c'est-à-dire que de toute façon, Opposito, c'est une équipe qui écrit en meute, et moi je suis un peu le loup qui ferme la meute, quoi. Voilà. Et là, on se dit, à force de faire des kilomètres à pied, des parades qui duraient des heures dans la ville, on ne pouvait plus, on partait à 18h, jusqu'à 10h, on portait encore nos trucs, on disait, c'est coucou, sortez de vos cachettes. On s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on aborde les choses différemment. Ouais. Donc on a commencé, on s'est dit, on va prendre des motos. Et les motos, on va pouvoir se déplacer rapidement. Donc les motos ont été une réponse en fait à cette nécessité de réveiller la ville. Mais vous voyez, c'était vachement intellectuel en fait, d'arriver avec ces bécanes. Voilà, c'était une petite histoire pour vous dire à quel point les choses sont réfléchies. Puis une autre, voilà, et puis je passerai à autre chose. On joue à la Courneuve. À ce moment-là, on n'a pas encore les motos, mais on faisait. Enrique dessinait des magnifiques papillons, des fleurs splendides. On avait le cheval Zampano en carton. Et on faisait des parades comme ça. Et on était à la Courneuve, au Franc-Moisin. On était au Franc-Moisin à Saint-Denis. Et quand on est sorti, on est rentré aussi vite en loge parce qu'on a pris tellement de cailloux des enfants qui étaient dans la rue. Qu'on est rentré en loge, très très vite, je vous assure, c'était vraiment rapide, c'était vraiment une sortie, puis un retour, on a fermé la porte, et quand on a fermé la porte, on a entendu les cailloux sur la porte, quoi, ta 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 ta, et Enrique nous a tous regardés, il a dit, demain, on met des armures. Voilà comment est née l'époque Heroic Fantasy d'Opposito, on nous a appelé après les Mad Max, on a fait le Tour de France avec cette histoire, et vous voyez à quel point on avait réfléchi à ce qu'il fallait qu'on fasse. Voilà. Je sais pas, je dis ça comme ça, moi. Alors, ta deuxième question, c'est quoi? Non, mais là, tu es tout de suite dans l'espace. Toi, tu es quelqu'un de l'espace, de toute façon, et qui voit grand, effectivement. Donc, c'est une évidence pour toi que tout se fait dans des grandes dimensions. Parce que ma question, c'était qu'est-ce que tu cherches dans des espaces non dédiés? Non dédiés. En breton, c'est nom de Dieu. Mais non dédié. En fait, c'est exactement la même chose que mes camarades. Bon, moi, ce que j'aime, en effet, dans la ville, c'est que la manière dont on se confronte à l'espace. Alors, il y a deux choses comme ça, moi, qui m'animent, c'est de me dire que la ville m'intéresse sans que ça devienne, en fait, un embarras. C'est-à-dire que je veux jouer de la ville et à la fois qu'elle me fout de la paix parce que je veux pouvoir jouer dans n'importe quelle ville du monde. Donc, ce que je vais écrire doit pouvoir traverser une ville, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai qu'au contraire de toi, par contre, je n'ai jamais choisi de faire un spectacle en disant « Waouh, je vais prendre une fenêtre dans mon spectacle et je vais retrouver la même fenêtre dans le reste du monde. » Voilà. Donc, la difficulté, parce qu'un opus
tels que nous on les écrit. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ce qu'on fait est à côté, improvisé. Non, au contraire, même si moi j'écris en meute et même si je suis quelqu'un de très tactile au niveau de la matière, au niveau de la manière de monter ces projets, je peux vous assurer que j'ai une exigence totale quant à la qualité de l'exécution. C'est-à-dire pour moi un ouvrage qu'on écrit, ça a une temporalité, c'est ce qui va lui donner sa dramaturgie, c'est ce qui va lui donner la vitesse que vous allez donner, va donner aussi la succession des émotions. Et il est évident qu'on doit être capable de réitérer ce travail dans quelques villes que vous traversez. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, donc là on arrive à comment écrire dans l'espace public. En fait, moi je me suis remarqué, en force d'écrire dans ces endroits-là, qu'on peut placer un cercle, on peut placer un triangle, on peut placer le public en bilatéral, c'est-à-dire que toutes ces images que je vous donne, c'est mon espace scénique. En cercle, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir le public en rond. Un triangle, ça veut dire que quel que soit l'endroit, de la manière dont je vais poser mon triangle, le public sera soit en pointe vers moi, soit tout autour. Je peux travailler en bilatéral. Je peux travailler en serpentin. Voilà. Donc en fait, c'est quelles sont toutes les images, les images géométriques. Oui, c'est ça. Tu crées des parcours très qu'on peut précis, poser dans des images. l'espace. Voilà. Et qu'après, il faut être capable de, quand on écrit, en effet, de pouvoir rejouer le même spectacle à Tombouctou ou à Landerneau, puisque c'est exactement comme au cinéma. Un réalisateur, son film fait 56 minutes ou 1h10, un long métrage. Et toi, ton spectacle, il fera 56 minutes ou 58 minutes, mais il doit faire ces 58 minutes, que ça soit à un endroit ou à un autre. Donc c'est toute la difficulté de pouvoir réitérer et remettre au travail, comme tu sais tout à l'heure, le même ouvrage dans sa temporalité, sans l'altérer. Voilà. C'est très, 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 très bien. Tu es tout à fait légitime. C'était le test pour savoir si tu étais légitime. Non, je blague. Écoute, moi, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de ce que c'est que l'écriture en meute, parce que je pense que cette expression, tout le monde ne l'a pas dans l'écriture, et qu'elle est plutôt intéressante, de ce côté d'ensauvagement ou de je ne sais pas quoi. Et puis après, tu as le droit à ta petite phrase, toi aussi. En meute, parce que je pense que c'est toujours incroyable à quel point, à la fin d'un spectacle, en fait, au départ, quand on signait Opposito, on signait Opposito, quoi. Et puis, progressivement, notre attaché de presse, les gens qui s'occupent de la communication autour de nous, les institutions, nous disent oui, non, mais ils veulent parler à quelqu'un. Et donc, tu sors de la meute, en fait. Parce qu'à un moment donné, il faut un qui prenne la parole, quoi. Et moi, je n'ai pas décidé de faire ce métier. En fait, au début, on était une meute et c'est l'équipe qui m'a mis face à cette situation, qui m'a dit c'est toi, en fait, à un moment donné. Voilà, ça s'est passé comme ça chez nous. Et avec Enrique, donc on était tous les deux à un moment donné. Voilà, et tu deviens le directeur artistique, en fait. Voilà. Mais moi, sans la meute, c'est comme le loup solitaire, il n'est rien, quoi. Donc c'est quoi la meute pour moi? Aujourd'hui, maintenant, effectivement, on dirait une écriture chorale. Voilà. Donc j'en suis plus là, c'est-à-dire qu'en effet, je crée un cadre, c'est-à-dire que je sais exactement, généralement, quand je commence quelque chose, là où je veux aller. Les gens qui me connaissent ne peuvent pas dire le contraire. Par contre, je ne sais pas forcément comment y aller. Vous voyez? Donc, à partir de là, j'ai pas peur d'y aller, j'ai pas peur de prendre un chemin et de me rendre compte que c'est pas le bon, et de revenir en arrière. Ça, c'est fondamental pour moi dans la création, parce que sinon, j'y arriverai jamais. Alors, je crée un cadre. C'est vrai qu'avec tous mes petits camarades, qu'ils soient compositeurs de musique, qu'ils soient au costume, qu'ils soient à la chorégraphie, qu'ils soient au chant, je crée le cadre, mais vraiment, je pense que le cadre que je fixe est assez difficile à tordre. Par contre, dans ce cadre, ils sont totalement libres. Voilà. Et c'est là où, en fait, chacun s'exprime le mieux. C'est-à-dire que je laisse ce cadre totalement libre et très souvent, de toute manière, même dans ce cadre, je fais accepter des choses que je n'aurais jamais imaginées.
Michel Risse est là, il pourra dire, j'ai écrit avec lui, on a fabriqué un spectacle avec lui, préhistorique, qui s'appelle Cinématophone. Moi, j'avais donné, par rapport aux indications qu'on avait ensemble, ils avaient inventé un système de son un système de multidiffusion. Hein, Michel, c'est ça. Moi, je voyais, et donc à ce moment-là, dans notre collaboration, le système de multidiffusion, c'est des comédiens qui portent un système de son, qui permettait en effet de diffuser de manière multipiste une composition. Eux, d'un point de vue dramaturgique, ils n'avaient pas forcément trouvé l'idée qu'il fallait pour ce système. Et moi, j'aurais proposé à partir de là de faire une fanfare électroacoustique, d'avoir un meneur de jeu et d'imaginer que les personnages qui étaient derrière étaient les personnages de cette fanfare électro, je ne sais pas comment on peut dire, Michel, électro-lyrique. Voilà. Et quand Pierre Sauvageau et Michel Risse m'ont proposé la musique qui est devenue la musique de Cinématophone aujourd'hui, mais jamais, à aucun moment donné, j'avais imaginé que c'était la musique que j'aurais pu leur demander, en fait. Voilà. Mais, d'un seul coup, ça a servi totalement le propos de ce spectacle qui s'était appelé Cinématophone. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je crée le cadre, et à l'intérieur, les gens sont très, très libres, en fait, pour proposer et pour inventer. Et là, c'est un peu la prérogative du metteur en scène et du scénariste, c'est-à-dire que tout ça, une fois que c'est fait, c'est vrai que je me donne le pouvoir en fait de décider à la fin. Et je demande à mon équipe d'attendre, une fois que j'ai décidé, peut-être que je me suis trompé, mais en tous les cas, d'attendre le verdict du public. Et si je me suis trompé, j'accepte à ce moment-là qu'on me dise que je me suis trompé. Ok, merci beaucoup, beaucoup. La petite phrase de la fin, si tu en as une. Alors, c'est pas une petite phrase, il y en a certains qui la connaissent déjà, c'est un petit peu, moi, ce que je considère qu'il faut avoir comme mental pour... quel est le mental, en fait, des arts de la rue, quoi. C'est, pour moi, il faut avoir... je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, les filles, là. Il faut avoir une énergie, parce qu'en fait, dans la rue, avant d'engager la tête, il faut engager le corps. Si vous n'engagez pas le corps, la tête ne passera jamais. Voilà, ça c'est une chose. Donc il faut avoir l'énergie de gens de cirque. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'énergie des gens de cirque qui sont capables, je vais dire oh mais je vais le dire dans le film, merde. L'énergie des gens de cirque. Tu n'as pas le droit de dire ce qu'il y a dans le film. Hein. Bon, tant pis, je l'ai dit. Je commence, je vais finir, sinon ça va faire plouf. Donc voilà, l'énergie des gens de cirque. Je veux dire, les gens de cirque, je veux dire, ils montent leurs chapiteaux par tous les temps. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont là, ils monteront leurs chapiteaux. D'accord ? Donc il faut cette énergie-là, il faut cette trempe-là. La deuxième, pour moi, c'est la générosité du théâtre. C'est-à-dire ce que le théâtre doit être. Quelque chose de généreux. Pas forcément quelque chose de politique, d'intellectuel, mais avant toute chose de généreux, de donner, d'aller vers l'autre. Ça, c'est le théâtre. Et la troisième, c'est le ton du poète. Sa liberté. Son droit de dire ce qu'il a envie de dire au moment où il a envie de le dire. Voilà. Pour moi, c'est les trois composants qui font ce qu'est peut-être le théâtre de rue. Eh bien, voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je fais des merci. Ouais, bien sûr, des merci. Les merci. On ne se remercie jamais assez, même si parfois on a l'impression que c'est gratuit. On pourrait inventer des vraies cérémonies de merci parce qu'on a besoin de se le dire et de se réconforter et de se sentir légitime à tout moment de nos parcours. Oui, je vois Sophie qui arrive, souriante. Voilà, exactement. Eh bien, c'est le temps des questions. C'était le temps. Juste une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent, donc on peut leur dire bonjour quand même, bonsoir. Hein. Oui, je lui dis bonjour. Moi, voilà. Ils sont où d'ailleurs ? Parce que c'est ça. Moi, j'ai quand même du mal à dire bonjour à quelqu'un que je ne vois pas. Là, je vois plein de personnes. Je veux bien vous redire bonjour. S'ils nous voient, bah oui. Donc, c'est le temps des questions. Alors, hop, les questions. Les questions, effectivement, je suis un peu obsédé par l'écriture, hein, mais là, pour certains, c'est peut-être aussi la découverte de nos espaces de création, de bouts d'histoire, et de toujours tout ce tissage et métissage de nos écritures. Il y a Popolo, hein, Popolo Balag, c'est drôle ça, non ? C'est ça qu'on devrait...
Excusez-moi, comme on enregistre, je vais prendre un micro et vous allez parler dedans comme ça. Comme ça, tout le monde va entendre. Pourriez-vous nous dire, les uns et les autres, dans vos compagnies, combien de personnes il y a? Voilà. Selon les projets, hein. J'imagine que c'est variable, mais voilà, vous pouvez donner des exemples. Chez nous, par exemple, c'est vraiment à géométrie très, très variable. En moyenne, si on est sur un rythme d'une création que nous, on va apporter, qui s'adresse plutôt à 300-500 personnes jusqu'à maintenant, on va être autour de, je dirais, entre 12 et 14. Je regarde sous l'œil de mon administratrice, en fait, qui est beaucoup plus au taquet que moi sur ces règles, mais c'est à peu près ça. Ouais, un petit peu plus. Ouais, un petit peu. On est un petit peu plus. Moi, là, plus on est nombreux, plus j'aime ça. Donc, de toute façon, voilà. Après, quand on est sur des formats à 5000, un format avec lequel on a un peu flirté l'année dernière, là, on était 58, voilà. Et là, on s'apprête à flirter avec un bébé un peu plus gros. Ouais, qui est une œuvre vraiment pour une ville, sur un enjeu un peu... Je compte pas le public, parce que comme ça, du coup, j'y pense pas, puis je me dis que c'est pareil. Mais où là, je pense que on va finir à 160, autour de 160, 180 peut-être sur la dernière grosse qui nous attend. Mais nous, on aime vraiment... pour nous, tout ça est un jeu. Hein. C'est extrêmement ludique. On s'amuse beaucoup. On aime bien se faire peur. On adore défier les contraintes. On aime bien tous les accidents de sa flotte. En plus, on est normand. Donc, je veux dire, si on n'aime pas la pluie, quand on fait de l'art de rue en Normandie, on est mal barré. Mais nous, tout ça, c'est des pistes de jeu. Et donc, on a vraiment des projets à géométrie assez variables, quoi. Et on a de l'appétit pour le gros quand même. On sent bien que plus on est... Ouais, voilà, le plus petit, c'est 6. Voilà, on peut donner des fourchettes. Équipe complète construction, parce que c'est une œuvre qui est dans la commande, qui est pour 100 000 spectateurs. Donc du coup, ça demande à différents échelons, quoi. Au total, je pense que c'est à peu près ce qu'on risque d'atteindre. Ouais. Moi ? Oui, toi. Nous, vous, on est entre 1. On est entre 1 et 5. Et nous, on est entre 5 et 12. Jusqu'à présent, on était toujours à peu près 12. Et là, on est sur une forme un peu plus petite sur la dernière création. C'est un duo, un solo qui s'est transformé en duo. Et voilà, on reste quand même une équipe de 5. Et en fait, je sens que en dehors des personnes sur le plateau, il y a vraiment, en tout cas à plateforme, une équipe dans les différents pôles, que ce soit la composition musicale. Je parlais du plateau, moi. Ouais, l'administration, la construction technique, comme ça, qui sont une famille en fait. Et aussi sur le plateau, hein, mais ça peut changer selon les projets. Là, par exemple, je travaille avec une circassienne, donc forcément, ça change, vu que voilà, mais c'est une famille comme ça de 12. Voilà. Alors, si on parle, parce que je me fais un distinguo entre ce qu'est le spectacle de répertoire et ce qui est le grand jetable. Donc, sur les grands jetables, on peut être 150, 200 en effet. Mais sur le spectacle de répertoire de la compagnie, actuellement, tourne 3 éléphants, on est 65 en tournée. Et on prend 30 personnes du cru et un orchestre classique en plus. Donc sur le plateau, on est très vite 110, 120. Voilà. Le dernier opus qui n'est pas en mouvement, parce que une chose que je replie sur tout à l'heure, c'est que pour moi la vie c'est du mouvement, donc mes spectacles sont en mouvement et j'aime apparaître et disparaître. Mais le dernier, c'est Peau bleue. En fait, à cause du Covid, on s'est retrouvé à faire un spectacle de place, mais qu'on assume totalement, parce que du coup, on a écrit aussi un spectacle de place. Hein, c'est devenu un spectacle de place. C'est le plus petit. Ils sont 11 au plateau, et on est 8 ou 10 autour en technique, son, technique, costume. Voilà. Donc ça aussi, en effet, de 60, on va dire de 60 actuellement
à, je sais plus, une vingtaine en tournée à peu près. Mais est-ce que c'est important en fait? Ouais. D'accord, très bien. Ça fait travailler tout le monde. Ce qui est important, c'est quel est le rapport au spectateur. Si vous êtes 60 et s'il y a un spectateur, c'est une chose. Voilà, elle a parlé de format de spectateur aussi. Ouais, alors Voilà. justement, il y a un lien entre le nombre de. Je vais te dire franchement, la question ce que tu dis là, moi je fais partie des gars qui ont la chance de travailler. J'ai eu la chance de travailler sur des formats exceptionnels, voilà, dans le monde entier, pour des foules, hein, parce que je suis persuadé en plus, là aussi j'ai tout un discours là-dessus, mais on ne va pas passer le temps, mais je pense qu'on peut faire de l'intime pour la foule, voilà, j'en suis convaincu. Moi j'ai fait taire des foules entières, je les ai fait pleurer, je les ai fait s'asseoir, je les ai fait lever. Mais un truc que je rêve, franchement, c'est de monter un spectacle avec 200 artistes pour un spectateur à la fois. Paradoxe. C'est bien, on détaille, nous, dans les réponses, hein, vous avez vu? Toi aussi, ça te plairait? Ça me ferait kiffer. Moi, je l'ai fait. Faut te dire quand même, je l'ai fait. J'ai fait avec un philharmonique, en fait. Donc, j'avais 70 musiciens. Et les gens ne savaient pas, le public ne savait pas du tout. Donc, c'était pas par un, ils allaient et ils se retrouvaient tout seuls face à 70 musiciens. Voilà. Juste là-dessus, moi, je pense que ce qui nous fait rire, en tout cas pour moi, c'est aussi le défi, parce qu'on parlait des difficultés de production, de diffusion, des contextes dans lesquels on écrit aujourd'hui qui sont très normés quand même, hein, comparé à peut-être une autre époque. Mais aujourd'hui, monter un truc comme ça, c'est un défi aussi par rapport à ces normes, et c'est une manière de dire fous-moi la paix, quoi. C'est-à-dire, je peux le faire, je peux te démontrer que même là, dans ta norme, ouais, je vais te faire un 70 acteurs pour un spectateur. Donc c'est pour ça que je dis, évidemment, on en rêve, parce que c'est une manière de sortir des carcans, et que ça, c'est quelque chose qu'on guette aussi. Après, c'est vrai que dans les normes de production et diffusion, et je pense que ce serait malhonnête entre ceux qui produisent et ceux qui diffusent, de penser que ce ratio n'est pas dans la tête des gens. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, majoritairement, un spectacle, on va regarder s'il s'équilibre entre sa jauge, ce qui coûte, le nombre de personnes. Mais je crois qu'il faut défier ça. Il faut y aller, quoi. Il faut trouver... Ouais. Ah, il y a des ou questions. malin, ou les deux. Il y a des questions qui Malin apparaissent. Moi, combien tu pèses, et je te dirai combien tu vaux, quoi. Est-ce que tout le monde lit ce qui est écrit? Ah oui, non, bonsoir. Vous ne nous voyez pas parce que nous devons être invisibles et muets. Enregistrement oblige. Oh. Et pourquoi il faut qu'ils se musée? Je vous suis depuis le Burkina Faso et j'aimerais avoir un mot sur les contraintes de l'espace public, espace partagé, contraintes artistiques certes, mais quelles sont les contraintes administratives? Point d'interrogation. Chez nous, l'administratif est très complexe. Merci. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a abordé un petit peu sur toutes les contraintes qui sont liées à l'espace public, à l'espace policier. Nous, on a beaucoup d'amis au Burkina, hein, Claudine? Voilà, donc bonjour au Burkina, Oui, bonjour à Ouaga. Alors évidemment, notre espace public est totalement différent du leur, même s'ils disent en effet qu'ils ont des contraintes administratives. Donc je suis d'une époque où il n'y avait... En fait, je suis d'une époque où il n'y avait pas de contraintes administratives, sinon de toute façon, il n'y avait pas du tout de législation. Donc c'est pour ça qu'on finissait au poste. Hein, moi, j'ai été plusieurs fois chercher mes comédiens en armure au commissariat. Voilà, je rappelle à Brest où on était, je veux dire, ils étaient tous en cellule, hein, en armure, avec les flics qui faisaient des PV sur nos motos, en sachant qu'ils n'avaient pas assez de cases pour mettre les infractions au code de la route. Hein. Bon, on avait des trucs de contendants qui sortaient de chacune des roues, un peu des chars à la baignure, vous voyez. Donc voilà, donc vraiment, voilà. Donc moi j'ai connu ce moment-là. Et en fait, je suis parti des gens qui, quelque part, à un moment donné, avaient tellement marre de finir au poste qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on discute un peu avec ces gens-là, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a fallu quand même du temps. Aujourd'hui, on marche sur la tête. C'est-à-dire que
Moi, j'ai fait la clôture du Printemps de Bourges et c'est un peu comme ça qu'on a été lancé, quand Daniel Colling nous l'avait confié. Et je me rappelle très bien de cette scène où ma fille avait 1 mois et elle était dans les bras du maire de Bourges, qui était à 4 mètres du bord de Seine, où là, on avait des comédiens en armure qui mettaient à la main des bombes de 80 mm avec des torches, et on allumait les bombes. À 4 mètres, là, vous étiez à 4 mètres, et on faisait... ça partait, tout le monde faisait « Wouah !» Aujourd'hui, cette même bombe, c'est à 80 mètres qu'on doit être, devant et derrière. Vous voyez ? C'est pour vous donner un peu le... Donc c'est très compliqué en France. Il y a une chose qui est importante quand même, c'est que on ne doit jamais mettre nos acteurs et notre public en danger. Donc moi, ma limite, elle est là. Elle est que je sais jusqu'où je peux aller, mais à une seule condition, c'est que je sais que je fais prendre des risques à personne. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, hein? Si, je pense qu'il y en a une. C'est parce qu'on est toujours un peu timide, c'est ça? Il paraît, c'est un truc. Il y a un truc, moi, qui m'interpelle dans les dernières choses que vous avez dites, c'est du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé dans vos manières de concevoir des spectacles, de concevoir vos écritures de l'espace? Je ne sais pas, peut-être pré-Covid, après-Covid, pré-Vigipirate, après-Vigipirate, au niveau des contraintes administratives, etc. Est-ce qu'il y a une évolution en fait liée aux contraintes ou pas? Oh là là, oui, ça c'est un vaste sujet. Il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans, quand on avait besoin d'un personnage nu ou seins nus, on ne se posait pas la question. Bah. On ne s'est pas posé la question. Moi, je ne me le pose toujours pas. Non, nous on le fait aussi, qui est un nu qui est... Et d'ailleurs, c'est drôle de voir à quel moment il gêne. C'est-à-dire, c'est Louise Michel qui se déshabille après son procès. Et donc, elle est nue. Puis il y a eu un moment comme ça assez épique, parce que je vous conseille la lecture de Louise Michel. Elle écrivait très, très bien. Et donc, elle est nue comme ça, un peu en posture du Christ. Et donc là, ça va. Ça va, parce qu'il y a un truc très théâtre contemporain et tout. Puis il y a un mec qui arrive avec un seau. Puis on imagine que c'est un seau de sang qui va lui tomber dessus. Et en fait, non, c'est un seau d'eau avec une serpillière dégueulasse parce qu'il a oublié de la retirer, quoi. Et donc là, on casse évidemment l'image. Et donc les comédiens s'engueulent. Et elle lui dit, mais putain, tu fais chier, je travaille un truc hyper bien. Toi, tu mets ta serpillière, tu te fous de ma gueule. Et puis ça part vraiment. D'ailleurs, vraiment, ça fait partie des impros et de l'ensauvagement que j'évoquais tout à l'heure. Et là, du coup, elle est nue dans un énervement. Elle crie, elle parle, et c'est vrai que moi, j'y avais pas pensé, je dois avouer. Il y a plein de choses qu'on pense pas et dont on réagit à l'instant T qui construisent aussi les poèmes, ça, c'est très juste. Mais les gens, ils sont assis, puis elle est debout, puis elle leur parle. Du coup, vous imaginez bien, à un moment donné, je regarde le spectacle, je me dis « Oh, putain, ils ont carrément la tête dans sa chatte !» Et je me rends compte, du coup, à quel point on est allé loin. Voilà. Mais c'est parce qu'on pense à plein de trucs, et puis des trucs comme ça, on n'y pense pas forcément. Et je la vois, elle est là, elle déambule, la gueule et tout. Et là, il y a deux attitudes, quoi. Il y a les gens qui rient parce que du coup, ça va tellement loin, puis ça dure 20, 25 minutes, 30 minutes, que du coup, ils lâchent. Il y a les grandes sœurs qui font ça sur les petits frères, qui font ça comme ça. Ça, c'est super touchant. Et puis, il y a des gens qui peuvent pas, quoi. Il y a des gens, c'est top départ. C'est pas d'accord. Et alors là, moi, ce que j'adore, et c'est ça que j'aime bien dans l'énergie des festivals, c'est qu'en fait, des spectateurs qui vont avoir une attitude particulière, comme ça, sur un 300-500, vous les voyez. C'est-à-dire, vous les identifiez, vous, quand vous les regardez. Donc après, vous pouvez les recroiser. Et quand vous demandez, mais qu'est-ce qui vous décroche, elle dit, non, c'est même plus beau, quoi. Et donc, il y a eu un truc comme ça, où tout d'un coup, le corps nu, c'est possible, mais il faut qu'il soit beau, quoi. Si tout d'un coup, il devient quotidien, s'il vit, quoi, s'il est organique et si il n'est pas normé, en fait, il pose problème. S'il est normé, ça va encore à peu près, on va le croiser à plein d'endroits. S'il est plus normé, ça pose problème. Et c'est pareil pour l'idéologie, c'est pareil pour le verbe. En fait, c'est presque pareil pour tout, je trouve, maintenant. On peut faire pas mal de choses, quand même. Enfin, là, je reviens d'un pays où on peut faire beaucoup moins. Mais on peut faire quand même pas mal de choses, mais il faut faire gaffe. En fait, c'est juste qu'il y a des normes, quoi, qui se réinstallent. Et que du coup, on ne se rend pas trop compte parce que c'est pas radical. C'est pas, non, faites pas ça, c'est pas possible. C'est
petit à petit. Et puis, à un moment donné, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont disparu. Plein de possibles qui sont plus là. Oui, c'est un vaste sujet, un peu, là, du coup. Oui, bah évidemment. Normalement, il ne faut pas le dire. Comment, mais bon. Non, mais oui. C'est pour ça que je disais, on peut être riche, mais on peut être malin aussi. Il y a plein de solutions en étant malin et en ne se laissant pas submerger par... Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas si c'est eux ou les gens qui payent pour être malins à leur place. J'ai un vrai débat là-dessus. Non, il y a quand même un gros problème de sécurité. Nous, il y a quand même toute une... Il faut quand même être conscient que depuis le moment où je vous parlais de Printemps de Bourges avec ces bombes-là, et aujourd'hui, on est quand même... la France est dirigée par les préfets. C'est-à-dire que quand même, autrefois, on avait un deal très facile avec le maire de la ville qui nous accueillait. Parce que moi, j'ai toujours mis la ville à l'envers, donc il fallait que j'ai le maire avec moi. Donc voilà, mais aujourd'hui, même les maires qui m'affectionnent particulièrement, qui me feront revenir, qui sont contents que je sois là, vont se retrouver en situation où leur pouvoir de décision est ébranlé par le préfet, quoi. Donc on a un vrai problème quand même dans l'espace public, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, c'est qu'on a vraiment un problème de préfet. Voilà, c'est le préfet qui aujourd'hui agit et vit, je veux dire, fait vivre la France à son rythme au niveau de ses peurs. Et selon le préfet que vous avez, c'est plus ou moins cool. Voilà, c'est clair. Et il y a des préfets qui sont inflexibles, et il y en a d'autres avec qui vous arrivez à discuter. Là, dans le Val d'Oise, on vient d'avoir un préfet qui nous dit « je suis un préfet culture ». Waouh! Donc je lui ai demandé de répéter 2 fois. Et il m'a dit oui, je suis un préfet culture. Waouh! Donc, et c'est vrai, il a fait les preuves. Le préfet précédent voulait ma tête. Donc vous voyez, c'est vraiment... aujourd'hui, on dépend vraiment du préfet, quoi. C'est la France des préfets. Et plus ça va, et plus ça glisse vers ce pouvoir-là, quoi. Et juste moi, pour répondre à la question, au niveau de vraiment concrètement ce qui s'est passé, au niveau des crises là qu'il y a eu, personnellement, ça a été un impact sans nom, en fait. J'ai l'impression d'avoir fait vraiment le spectacle qu'il fallait pas faire pendant le Covid, et où tout d'un coup j'ai réalisé, c'est-à-dire une déambulation. Donc à ce moment-là, il fallait poser des ERP, c'était pas possible de circuler et que le public circule, plus des participants entre 10 et 20 personnes qui venaient dans le spectacle. Donc ça a été vraiment très compliqué. Et moi, en tout cas, personnellement, j'essaye de me dire que ça ne m'a pas modifié, et que je vais continuer à faire des choses et à me dire que tout est possible, et peut-être, mais quelque part, dans un petit intérieur de moi-même, je sais que non, si j'ai pas envie de faire des spectacles poubelles, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas beaucoup de faire quelque chose qui va peut-être exister, ou alors vraiment une commande pour une fois comme ça, mais passer du temps en création, des 2 ans, des 3 ans en équipe à se fatiguer, à s'éreinter, je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air de sonner bien, genre à aller au bout de quelque chose pour avoir un spectacle, si ensuite il ne peut pas vivre parce que c'est tellement trop compliqué. Et c'est ce que ça a créé, le Covid. Et ben non, dans les moments d'écriture, ça fragilise. Moi, je sens qu'en tout cas, ça m'a fragilisé dans ce que j'imaginais possible. Si je dois être sincère, sans dire que oui, j'ai envie de me dire que je vais pouvoir continuer à faire des spectacles qui vont être que à certains endroits mais non, j'ai aussi envie d'avoir des créations qui peuvent en fait tourner aussi de manière plus simple. Tourner, en fait, je sais pas comment dire, je dis ça parce que je crois que la dernière création, c'est un duo avec une circassienne qui interroge l'identité, en fait, et du coup c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui n'est pas à l'endroit où on m'attendait, entre guillemets, par rapport aux créations d'avant, et en fait c'est aussi un endroit auquel j'ai envie d'être, dû à justement en fait ces impossibilités dans l'espace public ces impossibilités,
ces complications administratives et plus qui existent dans l'espace public, qui donnent envie aussi de faire d'autres choses qui peut-être vont être plus simples, mais aussi autant impactantes et aussi engagées et importantes que les autres que j'ai pu faire. Voilà. Mais c'est vrai que la déambulation, par exemple, moi, waouh. Franchement, les gens qui font des déambulations comme ça, là, ou comme, je sais, waouh. C'était une création, c'est bien, mais que des créations en déambulation. Je pense à ça parce que à l'époque, quand le spectacle n'était pas encore créé, je me souviens que j'étais allée à Aurillac sur un projet qui s'appelait La déambulation, on fait comment, et j'avais pas conscience encore de à quel point c'était et c'est un périple périlleux sans nom en fait, d'aventure, ouais. Mais magnifique, hein, mais voilà. Et je pense que en tout cas le Covid, ça et les autres crises et aujourd'hui financières ou autres, hein, ça forcément ça écrase, quoi, qu'on le veuille ou non en fait. Et même si on est comme ça écrase quand même. Mais c'est comme le monde. Enfin, je veux dire, c'est un point commun qu'on a avec tout le monde. Oui, c'est vrai que quand on est dans l'espace public, le monde, il est très très réel. Bah oui. Il n'y a aucun sas de protection. Voilà, ça c'est clair. On le reçoit vraiment à 200%. Donc quand il est en crise, on le prend à 200% dans la gueule et on fait avec. On n'a pas de chapelle dans laquelle on s'isole, dans laquelle on va faire communauté, quoi. C'est plus complexe que ça, mais c'est aussi ce qui est bien. Alors, Sophie, notre timing préféré. Très bien. Donc, ah oui, parce qu'eux peuvent pas voir le film, évidemment. Ah. Suis-je bête? J'avais pas pensé non plus. Donc c'est un documentaire qui a été réalisé sur notre travail l'année dernière, voilà, sur un festival qui nous a invités avec une belle carte d'invitation, puisqu'on a été jouer 3 de nos spectacles du répertoire. Donc je ne vous en dis pas plus. En fait, vous savez, l'année dernière, il y a eu à un moment donné sur la France une grosse tempête qui est passée. Voilà, enfin, il y a eu un gros coup de vent, en fait, qui a fait peur à plein de gens. Et le maire de la ville a décidé d'annuler son festival, alors que tout est parti. Et on est quand même sur le projet 3 éléphants, on a quand même 70 personnes sur le plateau, enfin, je veux dire, tout est prêt pour qu'on joue. Et on apprend, nous, à 9h du matin, enfin, à 10h du matin, qu'on nous annule un spectacle qui aura lieu à 22h30. Donc, dans le monde des arts de la rue, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on est en loge jusqu'au dernier moment, et si on peut jouer, on joue, et si on ne peut pas jouer, on ne joue pas. Mais on se prépare jusqu'au dernier moment, qu'il pleuve, qu'il vente, je veux dire, voilà. Moi, je trouve que ça fait une belle liaison et une belle conclusion avec la question des contraintes administratives, parce que ça, moi, je l'ai vécu aussi. Quand vous avez, par exemple, un arrêté préfectoral météo orange, là, vous savez, vous êtes sur site, il fait beau, il n'y a pas un nuage. Et on vous dit, ah non, c'est pas possible, il y a alerte orange. Et là, vous êtes là, non, mais là, il fait beau, on s'en fout, les gens, ils sont là, on est prêts. Non, c'est pas possible, il y a alerte orange. Non, en plus, le soir, il faisait grand beau. Hein. Mais voilà. Mais donc, on voit le paradoxe, en fait, de cette régulation administrative et de ce que ça a changé. Il faut imaginer qu'avec le Covid et les attentats, c'est sur des milliards de petits détails, tout le temps. Et c'est vrai que ça décourage, ça démobilise. Et il faut vraiment se fédérer pour être plus pugnace et faire face, quoi. Mais c'est ce genre de truc-là. Voilà. Bon, eh bien, on passe au film. Voilà. Merci aux interventions. Hein. À vous. Trop bien. Merci à toi, Edo.